Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont présents dans cette salle qui finalement est un peu petite pour accueillir tout le monde. Et bonjour à tous ceux qui se sont connectés en visio pour assister, je dirais, à cette table ronde. Mais avant de parler de la table ronde, je voulais d'abord, effectivement, vous donner quelques informations relatives à cet événement. Comme vous le savez, hein, pourquoi on est rassemblés aujourd'hui? Tout simplement parce que nous avons souhaité, le groupe UP, la coopérative UP, a souhaité participer, contribuer au mois de l'économie sociale et solidaire, hein, puisque en novembre, c'est traditionnellement le mois de l'économie sociale et solidaire, et je crois que chaque structure qui fait partie de cette famille doit essayer de faire en sorte d'apporter sa contribution, hein, d'apporter sa part au rayonnement et au développement effectivement des animations qui permettent de montrer que l'économie sociale et solidaire, dans sa richesse, dans ses différentes composantes, est une économie dynamique, est une économie pleine de vie, est une économie qui effectivement participe et est acteur de la vie de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et souhaite être encore plus partie prenante des grandes questions de société pour lesquelles nous considérons que l'économie sociale et solidaire a des solutions, a des réponses à apporter à tous ces sujets aujourd'hui qui nous environnent et qui sont parfois des questions qui peuvent être anxiogènes sur la manière dont nous allons demain, déjà aujourd'hui, vivre ensemble, comment nous allons gérer notre croissance, la croissance, comment nous allons gérer la question du partage de la valeur, comment nous allons contribuer, je dirais, aux grandes questions, qu'elles soient sociétales ou environnementales. Je crois que l'économie sociale et solidaire est une économie de solution, est une réponse. Et nous, en tout cas, au niveau du groupe UP et en tant que président du groupe UP, je suis très, très heureux, en tout cas, de pouvoir organiser et participer à cette première qui, je l'espère, ne sera pas la dernière. Et ça, j'en suis déjà sûr au travers de ce que je peux constater en termes d'assistance. Alors, pourquoi on est plutôt content? Parce qu'en plus de ce mois de l'économie sociale et solidaire, nous avons aussi aujourd'hui, c'est aussi la semaine, la semaine des achats responsables. Alors, je vais bien lire le nom, parce que c'est la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Voilà. Donc c'est une semaine aussi sur laquelle nous avons souhaité greffer ce petit moment pour pouvoir aussi parler de la question des achats responsables, hein, traiter d'un sujet au sein, je dirais, du mois de l'économie sociale et solidaire qui nous paraît être un vrai sujet. Pour pouvoir effectivement faire ça, il fallait pas simplement que nous organisions une table ronde, mais aussi qu'on accueille et qu'on puisse montrer que cette économie sociale et solidaire, cette culture des achats responsables que nous appelons de nos voeux, est aussi pour nous une chose importante. Et c'est pour ça que je remercie les 25 prestataires et partenaires qui ont accepté d'être présents et qui ont accepté d'avoir un petit stand au sein de l'Atrium, dans notre espace de l'Atrium, pour pouvoir effectivement présenter déjà aux salariés de la coopérative et aux salariés des filiales de la coopérative qui seront présents aujourd'hui, pouvoir présenter leur savoir, ce qu'ils font. Mais pour moi, c'est aussi la traduction de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire montrer que l'économie sociale et solidaire est riche de ses différences, qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire tous les acteurs, toutes les présences nécessaires pour pouvoir effectivement jouer ce rôle de contributeur, jouer ce rôle de moteur et d'animateur dans les grandes questions qui nous environnent. Donc, les 25 sont présents. Nous avons aussi bien des prestataires, mais nous avons également des partenaires. Donc, je vais citer, excusez-moi pour ceux que je n'aurais pas cités, mais simplement pour que nous avons Enercop, nous avons Magnétique, nous avons Baluchon, nous avons la Massif. Et dans les partenaires, on a la CG Scope, la Mutuelle des Scopes, nous avons la Syndex, Biocop. Donc, vraiment une belle représentativité de cette richesse que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je suis vraiment ravi de tous vous accueillir. Je suis ravi, effectivement, de pouvoir passer ce petit moment avec vous et ce petit moment
ben, on va le traduire au travers d'une table ronde. Hein. Et cette table ronde, ben, de quoi allons-nous parler? On va parler en fait, derrière cette question, c'est sur l'intercoopération. Hein. Cette intercoopération, c'est comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, au travers de la question des achats responsables, peuvent effectivement générer plus de mutualisation, plus de synergie dans la manière de travailler ensemble. Alors ce thème, pourquoi nous avons choisi, au-delà du fait qu'il se situe dans la semaine des achats responsables, je crois qu'il y a 3 éléments. D'abord, je crois qu'il était très important de montrer, de marquer le fait que UP est un acteur engagé dans l'économie sociale et solidaire. Ça, vous l'aurez compris. La deuxième raison, c'est que je crois que nous avons une mission, un engagement à faire, nous avons un rôle à jouer. Ce rôle, ce n'est pas simplement effectivement de dire on est une coopérative, on est une SCOP, et puis à partir de là de dire déjà faisons bien ce que l'on fait, on essaye. Mais en même temps, on a une responsabilité sociale et environnementale. Donc nous travaillons tous au niveau de UP sur essayer de faire en sorte que notre démarche RSE, que nous avons initiée il y a une dizaine d'années, soit emblématique et soit révélatrice de ce que nous sommes. En un mot, ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, et ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et je crois que derrière la démarche RSE, nous essayons de mettre un petit peu de sens, un petit peu de valeur, hein, un petit peu de poids au fait que derrière la SCOP, il y a aussi une entreprise engagée dans la société dans laquelle elle est et qu'elle s'engage tant sur le plan économique, parce que sans économie, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, nous avons besoin d'abord effectivement de réussir économiquement. Et grâce à cette réussite économique, nous essayons ensuite de pouvoir effectivement participer à la manière dont nous allons partager les richesses sur le plan social, dont nous allons partager la gouvernance, dont nous allons éventuellement être acteurs auprès de nos parties prenantes au niveau de la société, et puis avoir un rôle dans la grande question de la transition écologique que nous avons. Donc cette démarche RSE, elle est aujourd'hui très importante pour nous, mais elle est d'autant plus importante que nous travaillons actuellement au niveau de notre coopérative à devenir une entreprise à mission, donc une SCOP à mission. C'est aussi un projet que nous avons, en tout cas que je porte, et que j'espère que les sociétaires et que les salariés coopérateurs soutiendront, car je crois que derrière l'entreprise à mission, il y a le fait effectivement d'aller encore plus loin. Ce n'est pas simplement que la démarche RSE, il y a le fait effectivement de dire clairement nous sommes un acteur à part entière dans les transformations du monde que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, quand on parle des achats responsables, et je crois que c'était l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons souhaité mettre l'accent, c'est que nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Aujourd'hui, même une coopérative comme la nôtre, qui se revendique de l'économie sociale et solidaire, ne fait pas toujours le choix de privilégier et de favoriser les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je crois que ce jour aujourd'hui est aussi une occasion pour nous de dire on va faire l'effort, on va essayer tous ensemble de chaque fois mettre encore plus en avant, de privilégier ceux qui font partie de notre famille, hein, donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je crois que c'était aussi le message que je voulais qu'on passe en interne, c'est avec toutes les forces que nous avons, nous devons faire en sorte d'augmenter et de privilégier le plus possible nos partenaires, nos prestataires qui font partie du monde de l'économie sociale et solidaire. Et je crois que ça, c'est aussi un engagement que l'on va prendre aujourd'hui par rapport à cela. Une charte va être signée ou est en cours de signature par le directeur général pour justement marquer encore plus fortement cet engagement. Et donc, derrière tout cela, je crois qu'il faut aussi le traduire par des échanges et des débats pour éclairer aussi le sujet. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Youssef, pour cette introduction. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été apportés et ça va nous permettre d'avancer vite parce que nous avons un peu moins d'1 heure pour mener cette table ronde. Donc, je m'appelle Marthe Corpet, je travaille à ESS France. ESS France, c'est la tête de réseau de l'économie sociale et solidaire qui rassemble l'ensemble des différents mouvements, familles, organisations fédératives de l'ESS à l'échelle nationale, tant du côté employeur que du côté, par exemple, de la CGSCOP, de COPFR, que vous connaissez bien ici à UP. Et nous avons pour mission de représenter et de promouvoir ainsi que de défendre les intérêts de l'économie sociale et solidaire, mais également de porter un certain nombre de projets structurants permettant à l'économie sociale et solidaire de se développer. Et c'est en ce sens que nous fédérons depuis 2020 les chambres régionales de l'économie sociale, qui sont l'incarnation à l'échelle territoriale de
la représentation de l'économie sociale en France. On va commencer cette table ronde sur un sujet qui parle de l'intercoopération pendant une journée dédiée et une semaine dédiée aux achats socialement et écologiquement responsables, comme s'il y avait une certaine antinomie entre une vision de la coopération d'un côté et un peu de la compétition, parce que quand on parle des achats, on imagine l'image qu'on a appris à l'école du marché ou à l'étal, où on crie pour arriver à avoir le meilleur prix, où on essaye d'obtenir, de vendre mieux que son voisin. Finalement, comme si la coopération pouvait peut-être finalement être une réponse à la compétition n'importe comment, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, et qui a emmené un certain nombre de limites telles qu'on les voit actuellement dans ce monde, et je ne vais pas les détailler puisque on les connaît bien. Mais finalement, est-ce que cette table ronde, elle ne va pas parler d'intercoopération pour parler de coopétition? C'est un terme qu'on entend souvent dans le monde coopératif. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là d'ailleurs. On va, avant de vous donner la parole, intervenant, vous demander si déjà dans cette salle, vous avez déjà une question qui vous gratte le bord de la main et que vous avez absolument envie de poser en amont. Comme ça, on va les prendre en compte dès le début de l'animation de cette table ronde. Et il y aura évidemment un temps de parole à la fin, mais on sait que c'est souvent un temps un peu réduit. Donc, autant la prendre dès maintenant, rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes arrivé avec des attentes dans cette table ronde? C'est Laurence qui a le micro. Personne, tout le monde est tellement habitué. On parle, ensuite vous avez le droit de poser une question, ensuite on reparle. Pas de questions en début. Alors ça s'appelle un format de table ronde inversé, sachez-le. C'est une bonne technique d'animation d'habitude parce que ça permet qu'on puisse prendre vos avis avant de parler. Alors, dernier tour de round, est-ce que vous avez une question? Personne. Eh bien, très bien. Commençons donc. On va commencer par peut-être une présentation rapide de vos différentes structures pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites et quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, comment est-ce que vous êtes constitués. Et ensuite, on rentrera un petit peu dans le fond de cette table ronde, mais il me paraissait intéressant de vous découvrir. Béatrice, on commence par toi? Merci Marthe. Bonjour, je suis Béatrice Delpech, je suis directrice générale adjointe d'Enercop. Alors Enercop, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée au moment de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, qui a été créée par des hommes et des femmes de différentes organisations, notamment Biocop, les Amis de la Terre, Greenpeace et d'autres, qui avaient la conviction assez forte que l'électricité, c'est un bien commun qu'on ne peut pas laisser à la merci des fluctuations du marché. Donc s'il y a des gens qui avaient encore des doutes, je pense que depuis un peu plus d'un an, normalement, maintenant, tout le monde a bien compris que l'intuition était la bonne. Chez Enercop, historiquement, nous sommes un fournisseur d'électricité renouvelable. En réalité, on est un fournisseur, c'est plus un moyen qu'un objectif. On est également un producteur d'énergie renouvelable. Notre idée à nous, c'est de pouvoir faire émerger un modèle de production et de consommation d'électricité 100% verte et renouvelable à des prix décorrélés des prix de marché. Voilà, c'est ça notre... J'ose plus dire notre projet parce que maintenant c'est trop connoté, mais c'est ça notre ambition, on va dire. Donc, on est un réseau de SIC. Moi, je représente Enercop National, mais il y a également 10 Enercop un peu partout sur le territoire. On a à peu près 61 000 sociétaires, le réseau des 11 SIC. On a un petit peu moins de 100 000 clients en ce moment. On parlera peut-être tout à l'heure de la situation de crise. On est monté jusqu'à un peu plus que 100 000, mais en ce moment, on est à un peu moins de 100 000 clients. Voilà, 60 000 sociétaires. On est sur du multisociétariat, donc avec des profils assez variés, des producteurs, les salariés des coopératives, des consommateurs, des clients, différentes choses. Voilà. Je suis aussi une licorne. Je vais vous laisser là-dessus parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Et sachez qu'il y a plusieurs autres licornes dans la salle. Bonjour à tous, moi je suis Nathalie James, je dirige Copadev qui est une centrale d'achat créée par le mouvement SCOP. Alors je suis aussi la déléguée générale de la Fédération des SCOP de la communication. Et cette centrale d'achat a été créée par les imprimeurs qui étaient en SCOP, donc SCOP, Société coopérative et participative, comme le groupe UP. Et ces imprimeurs, en fait, ont créé cette centrale d'achat pour mutualiser leur poids et obtenir des tarifs préférentiels. Et donc, ça répondait surtout à cette époque-là aux enjeux de solidarité dans notre mouvement.
Aujourd'hui, voilà, on a développé cette centrale d'achat et on a un projet aussi de marketplace pour mettre en avant toutes les offres de prestations ou de fournitures du mouvement SCOP et SIC, hein, puisque les SIC font partie de notre mouvement, et produire voilà, une plateforme d'achat responsable où on pourra retrouver et d'intercoopération pour le coup. Voilà, je reparlerai un petit peu après. Bonjour, Gauthier Gébène, secrétaire général de la coopérative Biocop. Je suis obligé de dire la coopérative Biocop parce que le bio, ça tout le monde le voit, le coop, plus personne le voit à force. Donc, je vais me permettre de représenter Biocop, qui est une très belle coopérative, évidemment, qui a été fondée en 1986 par des idéalistes qui avaient une idée en tête, développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Et depuis 1986, cette phrase, qui est la première de notre charte, n'a pas bougé d'un iota et il n'y a pas de raison que ça bouge. Et donc, en tant que distributeur, parce que c'est notre métier, c'est de distribuer, c'est-à-dire mettre des produits à disposition de consommateurs avec un prix. Et en tant que distributeur, notre métier, c'est d'acheter. Donc, tous les jours, on achète à des producteurs de produits bio, des produits, mais on essaye de le faire un peu différemment. On essaye de le faire dans un esprit d'équité et de coopération. Et donc, notre principal actif au sein de la coopérative Biocop, c'est le cahier des charges produits, qui fait qu'on essaye de mettre en place des produits qui soient écologiques, responsables. Et donc, toute la journée, qu'on soit secrétaire général, directeur de la com, RH, salarié en magasin, fermier associé de la coopérative, on participe à cette mission de développement de l'agriculture biologique dans un format coopératif, puisqu'on a 700 magasins qui sont sociétaires, 500 sociétaires salariés, 19 groupements de paysans, paysannes associés qui représentent 3200 fermes et 3 associations de consommateurs qui sont également sociétaires. Donc voilà pour la présentation liminaire. Merci beaucoup. Alors, première question, et Gauthier, on va recommencer de ce côté de la table. La question des achats, elle pose déjà la question du temps. On fait souvent des achats dans du temps court. Or, dans l'agriculture, le temps court, ça n'est pas possible. Donc, comment est-ce que vous gérez la question du temps au sein de Biocop? Et deuxième question, comment est-ce que vous gérez aussi les changements? Parce qu'on est en pleine période de changement climatique, on est en pleine période où on remet en question un certain mode d'agriculture, ou même l'agriculture biologique subit des changements qui la dépassent, entre guillemets. Comment est-ce que, à l'échelle de votre entreprise, à l'échelle de Biocop national, vous gérez ça, sachant que vous avez derrière votre projet déjà d'alimenter vos Biocop territoriaux, enfin en tout cas les magasins, et deuxième chose, de favoriser de la réimplantation de certaines filières, etc. Donc, comment vous gérez le temps et les contraintes qui sont en train d'arriver en matière climatique pour vos achats? On essaye de gérer le temps au mieux, comme vous tous ici, j'imagine, dans vos métiers respectifs. Et effectivement, le temps des paysans, ce n'est pas le temps des distributeurs. Le distributeur, il veut que ses rayons ils soient pleins tout le temps avec des produits les moins chers possibles. Et le paysan, quand il plante une tomate, il va falloir quelques mois pour qu'elle pousse. Vu qu'en plus, on essaye de développer des semences population et pas des semences hybrides détenues par des multinationales, il y a plus d'incertitudes. Vu qu'on est en bio, il y a plus de difficultés aussi. Et donc, tout notre enjeu, quand on discute avec l'amont, donc avec les paysans, c'est de voir comment on va concilier leurs contraintes de temps et d'incertitude. Parce que je le disais, voilà, on plante des fraises. Les fraises, elles ne vont pas arriver à maturité au bon moment. Or, les consommateurs, ils les veulent à partir du mois de mai. Et s'il n'y a pas de fraises, ils vont aller les trouver dans un autre magasin. Donc, toute la journée, on discute avec des paysans à qui on dit vite, vite, vite. Et eux, ils nous disent mollo, 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 mollo. Donc, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de dialoguer. Alors, je suis désolé, je ne suis pas arrivé ici avec un remède miracle. Mais on n'a rien trouvé de mieux que ça. Donc, comment on a fait? Déjà, on les a mis dans notre gouvernance. Aujourd'hui,
on a 19 groupements, 3200 fermes qui sont au conseil d'administration. Vu qu'on est une coopérative, on aime bien les commissions et les comités, donc ils sont dans toutes les commissions et tous les comités. Alors on a créé une commission communication client parce que nos sociétaires exprimaient le besoin d'avoir plus les manettes sur comment on parle au grand public. On a mis les paysans dedans également. On a créé des commissions sectorielles, ça fait plusieurs années, pour choisir, réfléchir sur les stratégies d'achat à l'amont. On a mis les paysans dedans, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. On passe un temps infini à ne pas être d'accord. Et à la fin de la réunion, on ne l'est toujours pas. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours nous vendre plus cher et nous, on veut toujours acheter moins cher. Et malgré ça, on est potes. Enfin, on continue d'avancer. Enfin, à la fin de la réunion, on n'est pas d'accord, mais on va quand même boire un café bio et équitable ensemble. Merci. On va passer justement, Béatrice, que je te voyais sourire à cette réflexion sur en fait, comment finalement cette question de la coopération, ou en tout cas de la concurrence externe, elle est traitée aussi par le fait d'avoir une coopérative et donc d'avoir l'ensemble des parties prenantes en interne de la structure et donc de décider ensemble. Vous êtes confronté à un marché qui est dans une crise dont on n'est qu'au début. En réalité, on a l'impression qu'elle est déjà derrière nous, mais elle ne l'est pas du tout. Vous avez eu une assemblée générale assez exceptionnelle, je crois, cette année. Pour l'anecdote, je pense que si vous faites des soirées entre amis et que d'un coup, vous commencez à parler énergie, vous avez des sociétaires Enercop qui commencent à dire « oui, alors nous, on a pris tel type de décision en essayant de prendre au mieux, etc. » Donc, vous avez réussi aussi à vraiment produire un sujet au sein de votre sociétariat. À quoi vous êtes confrontés ? Expliquez-nous un petit peu à quoi vous êtes confrontés et surtout, comment vous faites pour trouver une solution qui allie votre éthique, votre modèle et une ambition d'avenir, de durabilité de votre projet. Alors ça, c'est une vaste question. Historiquement et ontologiquement et identitairement, Enercop est anti-nucléaire. On pense que le modèle n'est pas viable, qu'il est désastreux. On s'est trouvé confronté à la situation de prendre de plein fouet la crise sur les marchés de l'énergie. Donc peut-être il faut que j'explique un peu le contexte du marché de l'énergie pour pouvoir expliquer la suite. Mais en gros, on achetait un mégawattheure depuis des années autour de 50 € et à la fin de l'année 2020 et tout au long de l'année 2021, ce mégawattheure s'est mis à coûter jusqu'à 1 600 €. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la même chose d'acheter un mégawattheure 50 € ou de l'acheter 1 600 €. On s'est trouvé très rapidement confronté à, d'une part, la démonstration magnifique de ce qu'on dit depuis le début, à savoir l'énergie est un bien essentiel, on ne comprend pas, on en a plus besoin que jamais et de plus en plus. Il y a 17 ans déjà, on était très dépendant à l'électricité, mais aujourd'hui, j'imagine que vous êtes tous en PLS quand vous n'avez plus de batterie de portable ou de téléphone. On ne comprend pas comment marche ce marché, on ne le maîtrise pas et on en subit les conséquences de plein fouet. Et là, on s'est retrouvé, alors c'est monté très très haut, ça variait tous les jours, on n'était plus du tout capable de faire des prévisions. On s'est dit, bon là, ce qui va se passer, c'est que au mieux, on va pouvoir survivre économiquement et continuer à acheter de l'énergie extrêmement chère, au mieux, mais peut-être qu'on ne pourra pas parce que les prix vont devenir tellement fous. Mais ça veut dire que ce qu'on va être, c'est qu'on va être juste un fournisseur d'électricité. C'est-à-dire qu'on pourra acheter l'électricité et la redistribuer dans les tributs. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, nous. On a un projet plus ambitieux, on a envie d'avoir un impact, on a envie de faire de la transformation, on a envie de faire advenir un modèle qui soit totalement décorrélé de ces marchés. Donc, on s'est dit, bon, là, compte tenu de la tournure que ça prend, peut-être qu'on va être obligé de faire quelque chose qu'on a toujours refusé de faire, qu'on était le seul fournisseur d'électricité à refuser de faire, à savoir émarger à l'AREN. L'AREN, c'est l'énergie nucléaire historique. Donc, tous les fournisseurs d'électricité achètent de l'électricité nucléaire, sauf Enercop. En 2022, on est le dernier fournisseur à ne pas avoir acheté d'énergie nucléaire. C'est contre nos convictions les plus profondes. Et là, on s'est dit, le truc, c'est que comme c'est la seule source d'énergie qui est régulée et dont on connaît le prix d'achat, on va peut-être bien être obligé d'y aller, tout simplement pour pouvoir continuer à avoir des projets ambitieux. Ça, évidemment, vous imaginez bien que c'est pas... déjà, l'idée, elle fait mal. Donc là aussi, on a passé beaucoup de temps à ne pas être d'accord, beaucoup de temps à se disputer. Et surtout, quand on s'est confronté à l'idée que, en fait, il fallait se poser la question très sérieusement, on a mis en place tout un process de concertation de nos sociétaires. Et donc, on a pris 6 mois. Et pendant 6 mois, on a organisé des rencontres en présentiel, des rencontres en visio, des webinaires. On a produit de la documentation. Ce qu'on voulait, c'était que nos sociétaires comprennent
les problématiques auxquelles on était confrontés. Donc, ça veut dire décrypte un peu mieux que le commun des mortels comment fonctionne le marché de l'électricité pour pouvoir mesurer les conséquences dans lesquelles ça nous plaçait et qu'ils puissent mettre en balance l'inconvénient que représentait le fait d'aller à l'AREN et les avantages éventuels que ça pouvait apporter. Donc pendant 6 mois, ça a débattu assez vivement dans tout le réseau Enercop, partout sur le territoire. Et au final, à l'Assemblée générale, on a proposé à nos sociétaires de passer pour une durée limitée à 3 ans à l'énergie nucléaire et les sociétaires ont décidé que oui. Alors la petite anecdote rigolote, c'est qu'il y a quelques mois, j'intervenais à la Biennale de l'engagement de France Active. À peu près tous les gens qui m'ont parlé m'ont dit « je suis sociétaire Enercop ». Je me suis dit « mais vous êtes tous là en fait ». Et quelqu'un m'a dit « j'étais vraiment très mécontent quand vous avez décidé de passer au nucléaire ». Je dis « ah, vous voulez qu'on parle de ça ?» Il me dit « non, non, c'est pas la peine. J'ai lu tout ce que vous avez produit, j'ai participé au webinaire. Je suis toujours pas très content qu'on aille à l'AREN, mais j'ai compris et j'ai voté pour et j'ai voté sans état d'âme. » Ça, je pense que c'est, le point que tu soulignes, c'est que finalement, la question des achats, elle est quand même une question centrale et stratégique dans les modèles économiques que nous pouvons avoir. Et c'est aussi un peu ce qu'on va explorer pendant cette table ronde. Deuxième question, encore Béatrice, pour avancer un tout petit peu, sur la construction même du modèle de votre gestion de l'énergie, puisque vous ne faites pas qu'acheter à l'AREN, vous avez aussi intégré, et dans le modèle même d'Enercop, de la production électrique, aussi pour ne pas avoir à en acheter ailleurs et avoir de l'indépendance. Comment ça fonctionne et comment ça rentre dans votre projet de coopérative? Alors, pour l'instant, on n'achète pas du tout à l'AREN. On n'achète, je l'ai pas dit, mais on achète en direct à peu près un peu plus de 400 producteurs d'énergie renouvelable sur le territoire français. Donc, on achète de l'énergie qui est produite en France, de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectrique, un tout petit peu de biomasse. Et en fait, la promesse qu'on fait à nos clients, c'est que on va acheter au moins autant d'énergie 100% renouvelable produite en France que ce qu'ils en consomment. Après, le marché de l'électricité est très compliqué. On achète à très long terme. Donc là, on achète pour la fin de l'année prochaine, par exemple. Donc, on doit faire des prévisions. On doit estimer quel est le volume d'électricité que vont être en capacité de nous fournir nos producteurs et estimer dans le même temps quel est le volume que vont consommer nos consommateurs. Évidemment, il y a plein d'aléas dans cette équation parce que par exemple, l'été dernier, on a vécu une sécheresse centenaire. Donc, vous imaginez bien que la production qui venait de l'hydroélectrique n'était pas terrible. On peut avoir des moments avec très peu de vent et du coup, ça va s'en ressentir sur la production de l'éolien. Donc, il y a des aléas sur la production, mais on a aussi des aléas sur les consommations. Novembre l'année dernière, ça nous paraît très bizarre cette année, mais novembre l'année dernière, rappelez-vous, il faisait extrêmement froid. Donc, novembre l'année dernière, il y a eu des consommations de chauffage très importantes. Donc, il faut à chaque fois qu'on équilibre entre la production qui est possible et la consommation qui est faite par nos clients. Et nous, on a l'obligation d'être à l'équilibre au pas de demi-heure. Demi-heure par demi-heure, on doit être à l'équilibre entre ce qu'on injecte comme volume d'électricité et ce que nos clients consomment. Et donc, je me suis un peu perdue, mais ça me paraissait important que vous compreniez le schéma d'ensemble. Ce qu'on veut faire, on veut le faire depuis longtemps, mais là, on a décidé avec cette Assemblée générale un peu exceptionnelle de 2021 de mettre vraiment l'accent dessus, c'est de développer nous-mêmes en propre la production d'électricité renouvelable, parce que si on produit nous-mêmes, on sait comment est-ce qu'on va s'acheter l'électricité à nous-mêmes. Notre objectif à nous, aujourd'hui, c'est qu'on a des contrats qui sont souvent des contrats courts avec les producteurs. Ce qu'on voudrait développer, c'est des contrats de long terme, ce qu'on appelle des contrats de gré à gré long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du commerce équitable en quelque sorte. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça parce que c'est assez réglementé juridiquement, mais dans la philosophie, c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est qu'on se met d'accord avec un producteur, qu'on lui dit, on vous achète votre électricité pendant 30 ans à un prix qu'on va déterminer, qui va rémunérer votre activité, qui va nous permettre aussi de rémunérer la nôtre, mais qui va être stable, qui va être juste et qui va permettre au consommateur final de maîtriser sa facture, ce qui, ces derniers mois et dans les prochains, va être quelque chose assez appréciable. Et donc, c'est ça le modèle qu'on essaye de développer. Aujourd'hui, on a un petit peu de mal à le faire pour des tas de raisons. Mais en devenant nous-mêmes producteurs, merci, on va pouvoir nous-mêmes s'installer ce propre type de fonctionnement en contrat très très long. Et petit à petit, on emmène d'autres producteurs à suivre ce schéma qui est objectivement un schéma résilient, puisqu'on garantit aux producteurs l'achat de son électricité et qu'on garantit au consommateur final une maîtrise de sa facture.
On va passer à vous, Nathalie, sur une autre problématique des achats qu'on commence à identifier par exemple dans les deux autres interventions, qui est la difficulté parfois de la gestion de la taille. Souvent, on est très petit, donc on n'arrive pas à obtenir ce que des très gros obtiennent parce qu'ils ont cet effet de masse. Souvent, on a envie, on fait partie d'un mouvement, mais on a quand même notre entité juridique propre et résultat, on n'arrive pas à aller chercher un contrat collectif tel qu'on le voudrait. Vous êtes, ça fait un bout de temps que vous avez apporté une réponse à cette problématique de la taille. Comment est-ce que fonctionne Copadev, résultat, Oui, et pourquoi en venir d'ailleurs à un projet de marketplace 100% scope? Oui, en effet, c'est l'objectif de la centrale d'achat, en fait, c'est d'aider les plus petits à obtenir des tarifs grand compte, tout simplement, par solidarité avec les grands, parce que Franchement, ils sont 1000 fois mieux. Et pour les oreilles et pour là-haut aussi, c'est bien. Voilà. Merci, Alex. Les coopératives les plus grosses, forcément, ont déjà des tarifs grand compte. Quand on atteint une certaine taille, visiblement, on n'a pas besoin d'un groupement comme le nôtre. Par contre, les plus petits ne peuvent pas avoir des scopes. Il y a des fois des coopératives qui sont 2, 3, 4. Ceux-là ne peuvent pas négocier quoi que ce soit. Et donc là, c'est la centrale d'achat qui entre en jeu, c'est-à-dire que les plus gros, par solidarité, sont aussi dans cette centrale ou je sais pas quoi. et grâce à leur volume d'achat, ça nous permet de négocier les tarifs grand compte pour les tout petits. Et là-dessus, il y a une vraie solidarité du mouvement Scope et SIC sur cette centrale d'achat. Ensuite, le projet de marketplace, il est un petit peu différent. C'est plus, au départ, une demande d'intercoopération des coopératives, une demande de visibilité aussi, puisque voilà, elles ont quand même un fonctionnement spécifique avec une démocratie d'entreprise, le partage de la valeur, voilà, toutes les valeurs qu'il y a dans les coopératives. Qui ne sont pas toujours connus en fait du grand public. Et quand quelqu'un veut travailler, enfin connaît un petit peu et veut travailler avec des scopes ou des SIC, c'est compliqué en fait de les trouver sur le net comme ça, alors que si elles étaient toutes rassemblées sur une même plateforme, ce serait bien plus facile et de les géolocaliser, c'est-à-dire travailler avec une coopérative autour de chez moi, et aussi voilà, avec des valeurs que je partage. Merci beaucoup. À quelles difficultés vous êtes confrontés aujourd'hui dans la mise en place? Donc là, vous allez la mettre en place, cette marketplace, elle va arriver. À quelles difficultés vous êtes confrontés à ce stade? Ou en tout cas, comment est-ce que vous avez envisagé et avancé avec ce projet pour le moment? Où est-ce qu'on en est exactement? Oui, alors là, actuellement, c'est un peu le business plan, en fait. C'est quels moyens on met dedans, parce qu'on sait qu'à terme, oui, ça apportera ses fruits. Bon, après, il y a le modèle économique aussi qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, tous les adhérents qui ont été interrogés, qui ont participé au groupe de travail de création de ce projet, ne veulent pas mettre de publicité sur cette plateforme, donc ce ne sera pas un revenu publicitaire. Voilà, donc bon, le modèle économique, il est à peu près carré, on sait comment on va s'y prendre. Maintenant, c'est aller chercher les moyens de son développement, parce que avant qu'elle soit sur une vitesse de croisière, il va se passer 3-4 ans quand même. Voilà, donc c'est notre principale difficulté aujourd'hui. Ça marche, merci beaucoup. Gauthier, pour revenir sur ce sujet un peu des grands et des petits, donc Biocop à l'échelle nationale est une centrale d'achat aussi. Comment est-ce que vous arrivez, entre guillemets, à gérer le fait d'être une centrale d'achat nationale et de quand même se reconnecter à l'échelle du territoire avec vos différents magasins? Comment ça marche? Parce qu'on sait souvent que quand on va chez des enseignes, même du monde coopératif, de la distribution, on nous dit souvent nos produits viennent du local, mais c'est rarement complètement le cas. Donc, comment est-ce que vous gérez cette problématique-là? Eh ben, il y a eu une décision politique de notre conseil d'administration qui est exceptionnelle, puisqu'on a pris une décision complètement contraire à la logique économique d'un distributeur. La logique d'un distributeur, c'est que vos magasins achètent à la centrale de distribution, et plus ils achètent, plus ils ont un taux de feed et des remises, etc., etc., etc.
Et donc, modèle classique, prix-volume. Et nous, on était un peu embêtés parce que, en fait, dans le projet de Biocop, de développement de l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération, que vous connaîtrez par cœur à l'issue de cet échange, eh ben, il y avait quand même aussi la notion de développer la production locale. On essaye de marcher sur deux jambes. Développer des vraies filières, relocaliser des filières. Donc, on a relocalisé de la moutarde en France, on a relocalisé du quinoa en France. Et ça, on peut le faire que par de la massification. C'est parce qu'on est 750 magasins qu'on a pu faire ça. Mais en même temps, on pense que la production locale est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour notre planète. Et qui plus est, mais ça, ce n'était pas le cas avant, ça devient en plus vachement à la mode. Donc bon. Et donc, notre conseil d'administration a pris une mesure qui est, je pense que de temps en temps, on l'oublie en interne de notre coopérative, et c'est pour ça que j'aime bien parler à l'externe, parce que du coup, ça permet de se remettre un peu en perspective. Aujourd'hui, quand un magasin Biocop achète un produit à un producteur local, il y a un cahier des charges qu'il doit respecter. Évidemment, le produit doit être 100% bio. Il ne doit pas y avoir de certaines substances qu'on a bannies chez Biocop en avance de phase du législateur qui finira par y arriver dans quelques années. Eh bien, quand il achète un produit en local, son taux de fidélité n'est pas diminué. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il achète le produit à la plateforme d'achat, à la centrale d'achat Biocop ou au producteur local, il est récompensé de la même manière économiquement. Donc nous, en tant que distributeur, c'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on l'encourage à aller acheter des produits ailleurs. On perd de l'argent. Sauf que, grâce à ça, Biocop, dans les magasins Biocop, en moyenne, c'est 15% de produits locaux. Alors, dit comme ça, ce chiffre, il ne va pas trop vous parler. Mais si on prend d'autres distributeurs de bio spécialisés, ils sont péniblement à 2 ou 3%. Et donc, c'est parce qu'on a confié cette liberté à nos sociétaires magasins, parce qu'on les a encouragés économiquement, parce que c'était conforme à nos valeurs, qu'on a ce ratio. Et vu que la chance sourit aux audacieux, ben, j'ai envie de dire que l'avenir nous a donné raison, puisque maintenant, les consommateurs, ils veulent quoi? Ils veulent du local, ils veulent des circuits courts, etc. On n'est pas, comme disait Youssef, nous non plus, on n'est pas parfait. 15%, il y en a qui diront que c'est pas assez, etc. Il y en a qui diront que notre définition du local, c'est à 150 km du magasin, elle n'est pas assez restrictive. Enfin, voilà, il y aura toujours plus vertueux que le saint des saints. Mais n'empêche que, voilà, donc comment on a fait cette conciliation? Bah, simplement, on est parti de nos valeurs et on s'est dit comment on peut faire et composer avec ces valeurs, et comment on peut gérer ce moindre rendement économique pour la coopérative. Donc, des débats, des désaccords. Les paysans de nos filières, ils regardent le local quand même un petit peu avec quelques doutes. Donc, on a débattu pendant 6 mois, nous aussi, sur est-ce qu'il faut revoir la priorité locale ou pas, etc. Et le débat n'est pas terminé, il va durer plus que 6 mois. Mais voilà, comme on en est arrivé là, et donc 15% de produits locaux, ça ne ment pas. Pour continuer un peu sur cette thématique de l'intercoopération et prendre peut-être aussi un peu de hauteur, on a beaucoup parlé de vos modèles et finalement de l'intercoopération telle que vous la construisez en interne, parce qu'une coopérative, ça ne construit pas l'intercoopération qu'en externe, mais déjà au départ en interne, mais résultat en externe, c'est-à-dire comment, alors vous avez commencé à parler de vos relations avec vos fournisseurs dans le cadre de vos achats, mais de manière générale, comment est-ce qu'on peut avancer pour l'économie sociale et solidaire ensemble sur, moi quand je suis arrivée dans l'ESS, on m'a dit, vous savez, le jour où toutes les entreprises de l'ESS achèteront 100% aux entreprises de l'ESS ne pèsera plus 6, 7, 8% du PIB, mais on commencera à avoir un impact beaucoup plus important. Et c'est vrai que ça paraît logique. Ça paraît logique, mais ce n'est pas si simple. Alors, qu'est-ce que vous faites? Enfin, comment est-ce que vous avancez, vous, dans cet objectif-là? Je sais que vous le partagez, donc vous y contribuez tous les jours. Peut-être on commence par toi, Béatrice, là-dessus. Donc, comment est-ce que vous travaillez à faire en sorte que, petit à petit, par chaque acte, on change concrètement la façon dont on impacte, si on peut dire ça comme ça, mais la société dans laquelle on est?
Alors nous, je vais prendre 2 exemples peut-être. Un exemple très lié à la conjoncture. Aujourd'hui, c'est la crise de l'électricité. Notamment les PME, les TPE commencent à se rendre compte que les factures d'électricité qu'elles vont devoir payer l'année prochaine vont être vraiment monstrueuses et ça en met en difficulté un très grand nombre. Nous, on a décidé de faire du travail de dentelle et d'accompagner nos clients professionnels de l'ESS parce que tout simplement, on ne veut pas qu'ils meurent en fait. On fait vraiment, je dis qu'on fait de la dentelle parce qu'on fait vraiment client particulier, enfin, c'est des professionnels, mais entreprise par entreprise, on regarde ce qu'on peut faire pour essayer de limiter pour eux l'envolée de la facture et quelle est la meilleure solution qu'on peut leur apporter. Et ça, on le fait parce que la sonnette d'alarme a été tirée par, en l'occurrence, une coopérative Biocer qui nous a dit, mais nous, en fait, face à cette facture d'électricité, on va fermer en fait. Et nous, on s'est dit, mais nous, on ne veut pas que vous fermiez. Vous nous nourrissez avec des produits sains. On n'a pas du tout envie que vous mouriez. Donc, on va réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour vous aider dans la mesure de nos possibilités, parce qu'il faut nous-mêmes qu'on ne meure pas en route. Mais en tout cas, dans le cadre de la crise actuelle, conjoncturellement, on a un effort tout particulier qui est apporté pour accompagner nos clients professionnels de l'ESS pour les aider à surmonter la crise. Mais bon, comme on ne va pas être en crise tout le temps, on a aussi des projets de plus long terme. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une licorne et qu'il y en avait plusieurs dans la salle. Il y en a 2 par ici, il y en a 2 par là, j'en ai vu une petite 5e par ici. En 2021, on a fait un festival qui s'appelle Onde de COP, qui est un festival pour promouvoir les coopératives de la transition. On l'a refait d'ailleurs en 2022, mais en 2021, à cette occasion-là, on a lancé une marque, les licornes, avec 2 O, comme coopérative, des licornes. Alors c'est un petit clin d'œil, parce que vous savez qu'en économie, les licornes avec un seul O, c'est start-up ultra prometteuses, cotées extrêmement chères, qui ont souvent des bilans RSE assez déplorables, parce que la plupart d'entre elles ne payent pas forcément leurs impôts en France. Elles ont souvent contribué à délocaliser de l'emploi et elles proposent souvent des activités extrêmement gourmandes en carbone et en émissions de CO2. Nous, en pied de nez à ça, on a fait des licornes avec 2 O. Et notre objectif est très simple, on veut renverser le capitalisme, on veut devenir la norme de demain en fait, on veut montrer qu'on peut entreprendre différemment et qu'on peut construire une alternative coopérative à la société de marché délirante qu'on connaît. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Tout simplement, on se dit typiquement quelqu'un qui est sociétaire chez Enercop. Il y a un peu quand même un sociotype, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un souvent qui a déjà une sensibilité aux questions environnementales, urgences climatiques, etc. Peut-être il ne connaît pas qu'il y a Télécop qui propose du forfait mobile vertueux. Peut-être il ne le sait pas. Donc, simplement les mettre en relation, lui dire qu'il peut poursuivre son action de consommation responsable qu'il a choisie pour son électricité. Il peut la mener dans d'autres domaines. Donc, il peut prendre son forfait mobile chez Télécop, il peut aider la NEF, qui est assise là-bas, à devenir une banque autonome et demain une banque de particuliers. Il peut utiliser ses appareils électriques chez Common. Enfin bref, on est pour l'instant 9 SIC, on sera plus demain parce qu'on va être un mouvement. On est des coopératives qui nous déterminons comme des coopératives radicales de la transition. On a envie de changer durablement le monde et une des premières choses qu'on va faire, c'est on se définit en marque, on fait un pied de nez aux licornes. Bruno Le Maire veut qu'il y ait je ne sais pas combien de licornes avec un seul O à l'horizon 2022. Nous, on préférait qu'il y en ait le même nombre avec 2 O plus vertueuses, porteuses d'un modèle plus porteur de sens. Et pour commencer, simplement, on va faire en sorte que nos sociétaires, les uns les autres, connaissent l'écosystème et puissent continuer à modifier leur comportement pour faire masse. Et on espère comme ça créer un grand mouvement. Merci. Côté Scopadev, vous faites partie de plusieurs mouvements en réalité, et notamment de la Confédération Générale des Scopes qui, depuis un certain temps, fédère, structure et développe. Comment cette alliance, entre guillemets, et la contribution de Copadev s'inscrit dans ce mouvement-là? Oui, tout à fait. En fait, tous ceux qui ont accès à cette centrale d'achat, ce sont les adhérents SCOP et SIC du mouvement, donc de la Confédération Générale des Scopes. Donc, ça représente aujourd'hui 3300 entreprises. Et là, la centrale d'achat, c'est vraiment un outil de solidarité sur les achats.
Alors que voilà, la marketplace, ça pourrait être un outil d'intercoopération puisque aujourd'hui, dans ces 3300 scopes, il y en a beaucoup qui ne savent pas quels sont les scopes qui sont autour d'elles qui pourraient répondre à leurs besoins pour leurs problématiques d'achat. Donc voilà, ça pourrait répondre à ça. Et là, je vais prendre aussi ma casquette de délégué général de la Fédération des scopes de la communication, puisque nous, on a développé aussi une plateforme comme celle-ci, mais de plus petite envergure, hein, puisque c'est uniquement pour les 300 scopes de la communication. Et donc, c'est une plateforme qui s'appelle Medinscope et qui permet aux donneurs d'ordre de venir se sourcer sur les scopes de la communication qui pourraient répondre à leur cahier des charges. Et ils peuvent même nous envoyer leurs demandes et nous, on diffuse ça. Alors donc là, c'est un petit peu la coopétition qu'on organise avec les scopes de la communication. Et donc, on envoie le cahier des charges du client à nos adhérents et charge à eux ensuite de prendre contact et de répondre. Donc ça, c'est une première forme d'intercoopération. Il y a la deuxième forme, c'est aussi comment on fait pour répondre à une demande qui dépasse mes compétences. Donc voilà, je vais pouvoir trouver au sein du réseau Medinscope l'autre scope qui va avoir la compétence qui me manque pour répondre à un cahier des charges. Et donc, nous, on organise l'intercoopération dans les réponses à des marchés et même à des marchés publics. Merci. Gauthier, même question. Sur cette question, il y a un premier enjeu qui se dégage de vos deux interventions, c'est la connaissance mutuelle. Et je pense que ce type de rendez-vous, le Festival Onde de COP, y participe. Mais je pense que ça ne peut pas tout faire. Si on veut intercoopérer, déjà, il faut qu'on soit performant sur nos métiers de base. Parce que sinon, si c'est juste dire « je suis une coopérative, donc achetez-moi », évidemment, ce n'est pas possible. Donc, le premier élément pour intercoopérer, c'est d'être performant. Et ça, c'est notre travail au quotidien, c'est votre travail au quotidien en tant que salarié dans vos coopératives, c'est d'être exigeant envers nous-mêmes et de se dire, on sait qu'économiquement, on ne pourra peut-être pas être compétitif sur le prix parce qu'on a un projet à valeur. C'est le cas de Biocop, c'est le cas d'Enercop. Clairement, on ne fera pas la différence sur le prix. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit disqualifiant sur le prix. Et nous, on est dans un métier de consommation, de grande consommation. On a 4,5 millions de consommateurs qui viennent chez Biocop. Quand la banane, elle est à 4 balles le kilo, ils ne reviennent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, je plombe un peu l'ambiance, mais je pense que c'est important de se le dire. Moi, c'est le message que je passe à mon équipe en permanence. Premier élément, se connaître, c'est sûr. Deuxième élément, il faut donner envie d'acheter. Parce qu'on est l'économie sociale et solidaire, et il y en a toujours qui voient plus le social et solidaire et l'autre qui voit le plus l'économique. Mais en fait, notre force, c'est justement de trouver le bon équilibre. Ensuite, il y a faire des choses ensemble. Se connaître, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Moi, je veux évidemment vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est le chèque alimentation durable. Avec le groupe Up, on va le mettre en place avec Biocop. Et l'élément déclencheur, c'était la connaissance. Donc, j'ai écrit à Marc, que je salue, en disant « Mais le gouvernement fait n'importe quoi. Vous êtes un titre de paiement et moi, je suis une coopérative qui vend de la bio. Franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. » Réponse, 2 minutes après, « OK, on y va. » Bam, on embarque les équipes, Yassir, etc. Moi, je venais juste faire une opération de com et ils me sortent un dispositif, bam, performant. J'étais juste par terre. Et donc, le chèque alimentation durable, il va devenir une réalité. On va faire un énorme pied de nez à Madame la Première ministre qui a dit que c'était super, mais en fait, on ne savait pas faire, etc. Et donc, mon propos, c'est de dire, ouais, il faut se connaître, on peut avoir des clubs, évidemment. Nous, on est dans plein de trucs, on est dans Impact France, on a participé à Onde de COP, c'est super. Mais j'ai aussi une petite partie de moi-même, c'est une opinion personnelle que j'exprime, qui se dit que se parler entre gens déjà d'accord, ça ne va pas faire avancer trop de schmilblick non plus. Par contre, faire des trucs ensemble,
sortir d'une logique de marché réservé, je t'achète, tu m'achètes, etc. C'est génial. Alors après, si tous les salariés de Hub vont chez Biocop, je serais ravi. Mais ça ne peut pas être que ça. Donc, le fait de faire des actions concrètes pour dire qu'on porte un modèle alternatif et différent et que tirer parti de notre force, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que le groupe Hub, qui est quand même un acteur majeur de l'économie, Biocop, 750 magasins, 3200 fermes, Enercop, que maintenant, je pense, beaucoup de monde connaissent, beaucoup plus, et chaque année, le nom revient, ça nous donne une responsabilité. Et de faire des choses ensemble concrètes. Le chèque alimentation durable, c'est super concret. Ça va se mettre en place à Montreuil. Alors, ça va être sur 80 familles, ça ne va pas être... Mais on montre qu'on peut faire des choses. Et donc, l'intercoopération, pour moi, c'est une logique d'action. C'est vraiment, on prend notre téléphone et on dit, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire qu'on peut le faire différemment. Merci. Je vais vous proposer qu'on ouvre un peu une salle de questions sur cette dernière intervention autour de l'action. Je pense qu'il résumait d'ailleurs bien tout ce que vous avez pu développer. Alors, j'en vois déjà une première ici. Je ne sais pas comment sur les micros. Ouais. Allez-y. Et n'hésitez pas à vous présenter. Ça nous permettra de mieux savoir d'où vous êtes. Et pardon, je précise qu'en ligne, donc il y a plus de 100 personnes. Si vous avez envie de poser des questions, je vois vos questions qui peuvent s'apparaître. Donc n'hésitez pas à les poser et je m'en ferai le relais. Vous pouvez vous approcher, c'est possible. Quand on fait un achat, on avait un peu beaucoup de temps. Je veux savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant et quels outils est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser la visibilité et quand les actes d'achat se concrétisent par un achat en principe. Je vais faire plusieurs questions. Je prends plusieurs questions, mais c'était très clair. Merci beaucoup. Je pense que c'est la principale question que tout le monde se pose. Donc, merci à vous. Est-ce que y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Jacques Descourtiers. Je suis journaliste, donc je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question. Mais je veux dire, la coopération entre coopératives, c'est très bien, mais il y a un contre-exemple parfait il n'y a pas très longtemps. C'est la Coupe des Masques qui a fait faillite, et qui accuse le président de la Coupe des Masques a écrit une lettre publique dans laquelle il accuse nommément une autre très grosse entreprise de l'économie sociale de l'avoir lâché. Et laquelle entreprise répond oui, mais les prix n'étaient pas ce qu'il fallait, c'est la qualité, etc. Donc il y a quand même parfois des problèmes. Et les achats, quels qu'ils soient, vous l'avez dit vous-même, monsieur, c'est d'abord la qualité. S'il y a pas, c'est ce que dit l'acheteur qui n'a pas acheté, c'est pas ce que dit le fournisseur qui n'a pas vendu, bien sûr, mais ça c'est le problème. Merci. Je prends encore quelques questions. Oui. Ah oui, c'est mieux. Merci. Scope magnétique, donc. En fait, c'est pas vraiment une question en fait que je voulais poser, mais plus vous dire qu'en fait, une intercoopération, d'expérience d'intercoopération, on l'avait commencé nous de notre côté avec une asso qui s'appelle la COPTech, qui est donc, comme le dit son nom, une association des scopes de la tech. Donc les entreprises du numérique. C'est une association qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Et
et dont un des buts principaux est la connaissance de l'autre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, alors au début, c'était en Île-de-France, et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne connaissait pas son voisin. Et cette initiative a permis en fait, de pouvoir se rendre compte que en fait, on avait plein de ressources à disposition juste à côté. Et maintenant, grâce en fait, au congrès de Rennes, le mouvement est devenu national. Et cette CopTech est devenue donc nationale. Pas plus tard qu'à 12h30, il y aura un meet-up auquel on ne pourra pas assister, bien sûr, mais bon, on avait un choix à faire. Il a été vite fait. Où toutes ces scopes en fait, se rencontrent et discutent autour de thématiques, et notamment l'intercoopération. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une foultitude de compétences qui existent tout près de chez soi. Voilà. C'est déjà un début de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour à tous. Moi, j'ai une question. On a vu que l'intercoopération, c'est ce qui a été dit par nos intervenants ce matin, est souvent un chemin qui est semé d'embûches. C'est pas forcément toujours très simple, mais par le dialogue et justement la coopération, on y arrive. Moi, j'ai une question qui est plus tournée autour de l'après. On a vu que ce forum est un des premiers, en tout cas, qui est organisé à l'échelle générale du mouvement de l'économie sociale et solidaire, qui vise justement à essayer de faire en sorte à ce qu'on se rapproche. Donc, c'est une première étape. Mais quelle serait, selon vous, je parle aux intervenants, mais c'est également aussi à ceux qui sont de nos partenaires qui sont présents dans la salle et qui ont participé à venir animer, en tout cas être présents sur le site avec des stands. Est-ce que l'élaboration d'une sorte de charte commune, parce qu'on a vu que l'OPSAR a mis en place une grande charte des achats responsables, est-ce que travailler un document commun qui serait une sorte d'achat de l'intercoopération ou des achats dans l'ESS, ça pourrait être le début d'une solution ? Je vous propose, on va commencer à répondre. Je veux bien que tous les trois, vous répondiez sur la première question qui était posée, qui, si je l'élargis un petit peu, en fait, traite de la question du sourcing et de l'identification des fournisseurs, sous-traitants, clients potentiels. Donc, comment est-ce que vous traitez ça ? Par ailleurs, s'il y a des collectivités dans la salle ou qui nous écoutent, je pense que c'est une de leurs problématiques énormes aujourd'hui avec la mise en place des SPASER, donc des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables à l'échelle de chaque territoire, de chaque collectivité. Et aujourd'hui, ils sont principalement confrontés à une difficulté de sourcing et d'identification des acteurs. Donc, comment est-ce que vous faites à votre échelle ? Et puis, je rajouterai un petit mot côté ESS France. Oui, côté Copadev, c'est tout l'objectif justement de cette marketplace, hein, c'est que tout le monde puisse y faire son sourcing et en particulier évidemment tous les acheteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont une sensibilité vis-à-vis de notre modèle. Et voilà, pour rebondir à ce que disait Olivier Lornay, effectivement, la CopTech, elle s'est créée surtout pour ça. Voilà, comment on se trouve ? On n'a rien pour se trouver, on n'a pas de plateforme. Que la marketplace pourrait répondre à ça aussi. C'est-à-dire que tout le monde peut, que ce soit des prestataires ou des fournisseurs, que ce soit pour du B2B ou du B2C, tout le monde, enfin toutes les coopératives seraient sur cette plateforme et on pourrait ainsi faire notre sourcing quand on a un besoin et en plus ce serait géolocalisé. Donc ça c'est une réponse très opérationnelle, très concrète. Gauthier. Moi, en réponse à votre question, il faut distinguer chez Biocop 2 champs pour vous répondre. Il y a le champ des achats marchandises, c'est-à-dire la cam qu'on va trouver en magasin. Et après, il y a nos achats généraux. Mais je vais essayer de faire quand même une réponse commune. Sur les achats marchandises, clairement, je le disais dans mon introduction, je vais essayer d'être cohérent. Notre actif principal, c'est notre cahier des charges. C'est-à-dire dire, quand on achète un produit qui doit se retrouver en magasin, il doit faire ta, et là, c'est le secret des affaires. Il doit répondre à tous ces critères. Et dans ces critères-là, nous, on n'a pas mis le format juridique de à qui on achète. Et j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que le plus important, ce n'est pas le format de qui le vend, c'est ce qu'il vend. C'est le produit quand même. Donc, si la tomate bio, à partir de semences population, elle est vendue par une ESA,
et qu'à côté, il y a une coopérative agricole bio qui vend une tomate bio issue de semences hybrides, bah, nous, en tant que distributeurs, et vu que notre job, notre mission, c'est de développer l'agriculture bio exigeante, bah, on prendra celle issue de la SA. Et on n'a pas d'état d'âme là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime à votre format juridique. Parce que notre métier, ce n'est pas de développer le SS. Notre métier, c'est de développer l'agriculture bio dans un esprit d'équité et de coopération, comme vous l'aurez bien compris. Sur nos achats généraux, évidemment qu'on essaye, et j'ai été acheteur public dans une vie antérieure aussi, évidemment qu'on essaye de se poser, de poser des critères là-dessus, mais c'est super compliqué. Déjà parce que l'acheteur, il ne connaît pas tous ces formats. Moi, je vais parler à mon responsable des achats généraux, je lui dis une SIC, une SCOP, alors ça lui dit quand même vaguement quelque chose, parce qu'elle est chez Biocop, mais franchement, voilà. Donc déjà, en gros, je lui demandais de rajouter de la charge de travail dans un emploi du temps super chargé. Ensuite, elle va avoir une logique de « ça coûte plus cher ». Et on me met la pression parce que le contexte est pourri, qu'on est en train de fermer 40 magasins et que toute la journée, nos sociétaires disent qu'on est trop cher, on est trop cher. Donc c'est inextricable, votre question, quoi. Clairement, on n'a pas trouvé la martingale, l'acheteur public non plus, les critères RSE dans les marchés publics, c'est de la flûte. Donc faut se le dire, quoi. Enfin, moi, à chaque fois qu'on me proposait un critère RSE, je le virais parce que je n'avais pas envie de me retrouver chez le juge administratif pour une problématique contentieuse. Donc, je mettais non, mets 40% sur le prix et vire-moi les 10% de RSE, etc. Je l'assume, hein. Parce que moi, j'étais responsable pénalement. Franchement, je n'avais pas envie d'y aller, hein. Je m'en excuse, évidemment, j'ai changé maintenant. Donc, comment on favorise les achats entre nous? Parce que c'est ça un peu la question, hein, aussi. Évidemment, il faut qu'on le fasse. Avec Enercop, nous, on a mis une règle. Nos magasins ont obligation de souscrire un contrat d'énergie renouvelable. On a été quand même assez vertueux, puisque je crois qu'on a 500 magasins sur 700 qui sont chez Enercop. Évidemment qu'on a fait du push, qu'on a mis le pied à l'étrier. Et si j'écoute un salarié de ma coopérative, il faudrait que la coopérative achète des Fairphone avec un abonnement Télécoop, qu'on ait des VGA de fonction, qu'on paye les abonnements Enercop. Et alors chez Ectech, j'avoue, bon, non, jamais parlé. Et que, voilà, c'est pas possible. Enfin, nous, avant de partager la richesse, il faut qu'on la crée. Donc, le seul point qui fera que dans un achat, on achètera une coopérative plutôt qu'un autre, ça sera que le service il soit performant. On peut le tourner dans tous les sens, hein. Et évidemment qu'on peut mettre le pied à l'étrier à des boîtes, etc., le temps qu'elles fassent leur cycle de croissance, mais à un moment, si elles ne sont pas bonnes, on est dans l'économie sociale et solidaire, on est encore dans une économie capitaliste pour le moment, et donc bah, il faut être meilleur que les autres. Surtout quand vous allez au supermarché. Hein. Merci beaucoup. Béatrice? Alors moi, je n'ai pas de réponse très opérationnelle, mais j'ai envie d'avoir une réflexion un peu philosophique ou politique sur cette histoire des achats. Je pense qu'en premier lieu, nos achats sont politiques, en fait. Et en premier lieu, il faut une culture d'entreprise, tout simplement, je crois. Alors, je vais prendre une autre casquette une seconde. J'ai été pendant 7 ans directrice adjointe d'une très, très grosse association de consommateurs. Et quand j'y suis arrivée, j'ai été extrêmement surprise de voir que nos titres déjeuner, c'était des titres Sodexo, que quand on faisait des plateaux repas, on achetait des plateaux repas en plastique à une boîte pas du tout vertueuse, et qu'il n'y avait tout simplement aucune réflexion sur nos achats. Quand on est une asso de consommateurs, ça la fout quand même assez mal. Et donc, je pense que la première des choses à faire, c'est de se dire que c'est une préoccupation, et ça doit être un axe stratégique dans nos entreprises. Dans nos entreprises, on doit se dire que on n'est pas là par hasard, on est porteur d'un projet, donc il faut que on réfléchisse à comment, dans toutes les déclinaisons possibles de nos métiers, franchement, je ne suis pas pour parler d'exemplarité, mais en tout cas, j'aimerais qu'on soit tous en recherche de cohérence, en fait. Donc, quand on est dans une asso de consommateurs, on n'a pas un titre déjeuner Sodexo, et quand on fait des plateaux repas, on passe par Baluchon plutôt que par la boîte qui livre tout en plastique. Mais ça, il faut que ce soit porté en interne pour que ce soit une préoccupation et que les gens puissent s'y mettre.
Après, je vais rejoindre ce que tu dis, Gauthier. Statut n'est pas vertu. Donc, il ne faut pas favoriser un achat dans une structure de l'ESS parce qu'elle a un statut de l'ESS. Il faut favoriser un achat dans l'ESS parce que le projet qui est proposé correspond à nos valeurs, il correspond à l'orientation qu'on a envie de donner à la société dans laquelle on vit. Et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment des questions éminemment politiques qui doivent être portées politiquement, qui doivent faire l'objet d'axes stratégiques et qui doivent être au cœur des préoccupations des dirigeants. Juste un dernier tour et après on va en clore. Charte collective des achats responsables, oui, non, peut-être pas plus que ça d'ailleurs. Ça peut être un peut-être aussi. Arnaud, tu nous prends au dépourvu. Moi, j'ai tendance à considérer qu'aucune action est inutile. Donc, évidemment, et même le fait de faire penser nos achats entre nous, etc., c'est quoi une politique d'achat responsable au-delà de notre seule boîte, c'est pas inintéressant. Après, comme toujours, c'est la question du temps, c'est la question de l'énergie qu'on va y mettre. Mais je rejoins ce que tu viens de dire. À un moment, c'est ce qu'il y a une volonté politique, managériale d'y aller, et le temps, on le dégage, et prendre du temps maintenant pour en gagner plus tard. Je passe mon temps à dire ça à mes équipes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, why not? Repitch-le et puis on en reparle. Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter non plus sur la création de cette charte. En effet, ça pourrait être très bien d'y réfléchir et d'avoir un groupe de travail là-dessus. Et je vous rejoins sur le fait, sur la performance, parce que ça ne fait pas tout. En effet, le statut ne fait pas tout. Mais par contre, à performance égale, c'est quand même, nos achats, c'est quand même de la politique. Un achat, c'est de la politique. Et si on peut, en effet, plutôt choisir une entreprise plutôt vertueuse et qui corresponde à nos valeurs, c'est quand même mieux à performance égale, évidemment. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je n'ai absolument aucune opinion a priori sur la charte ou pas la charte. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment déjà qu'on se mette tous en position d'être cohérents, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut privilégier, et puis qu'on tisse des liens les uns avec les autres entreprises qui nous paraissent porter des valeurs communes et partageables. Et ça va peut-être irriguer, se faire naturellement comme ça. Merci beaucoup. Peut-être juste pour donner quelques mots côté ESS France de ce débat-là, sans vouloir faire le match après le match du tout. Première chose, pour nous, on a plutôt fait un choix de dire qu'on valorise les structures de l'économie sociale, parce qu'on n'estime pas qu'aujourd'hui la concurrence, elle puisse permettre de dire qu'on peut comparer que les performances prix, par exemple, aujourd'hui, ou même que des performances qualité, surtout à court terme, et qu'on a d'autres enjeux qui doivent poser aux acheteurs publics et privés un certain nombre de choix stratégiques de calcul du moyen et du long terme sur le coût, et notamment par exemple sur la question des déchets. Donc on a lancé une carte interactive qui s'appelle Carte Éco et qui rassemble plus de 4000 structures aujourd'hui et qui permet d'identifier à côté de chez vous, point par point, tous les acteurs de l'ESS dont le cœur de métier est la transition écologique, qui a commencé avec la question des déchets, du réemploi par exemple si vous voulez acheter des bureaux, et qui s'élargit aujourd'hui à la question de l'alimentation. Et il y a pas mal de magasins Biocop référencés dedans par exemple qui ont le statut ESS. Donc on porte ça, et c'est aussi pour ça qu'on fait dans le cadre du mois une semaine des achats écologiquement et socialement responsables, parce qu'on pense qu'il y a quand même une responsabilité à changer un petit peu le curseur et à savoir qu'est-ce qu'on veut faire politiquement de notre politique, de nos achats, et donc de changer aussi un petit peu les règles du jeu telles qu'elles sont faites, puisque dans ces règles-là, elles ont été faites par ceux qui gagnent, et ceux qui gagnent gagnent toujours. Donc il faut changer un petit peu et repartir de zéro. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce débat. En tout cas, c'était passionnant. Youssef, tu veux peut-être reprendre la main. Merci beaucoup aux intervenants et puis à votre écoute. Merci Marthe. Merci pour avoir animé cette table ronde, et merci à vous pour vos contributions et vos interventions. Je pense que ce qu'il faut retenir en premier d'abord, c'est le côté, j'espère en tout cas, inspirant des différentes actions, des différentes démarches, parce que je crois qu'on a besoin de partager, on a besoin de profiter justement de ce mois de l'économie sociale et solidaire, de cette semaine des achats responsables, pour essayer d'aller tirer un petit peu les enseignements, d'aller recueillir les expériences et la manière dont chacun essaye effectivement d'apporter ce que j'ai appelé tout à l'heure sa contribution, et de faire en sorte, ça a été évoqué tout à l'heure, que derrière les achats,
il y a une dimension économique, mais aussi une dimension politique, et que le rôle de l'économie sociale et solidaire, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, en vivant dans une économie libérale, dans une économie capitaliste, de se démarquer, de se singulariser, et de trouver effectivement les moyens d'apporter progressivement ces petites pierres qui vont construire le mur.